Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Ce soir, oui, une horaire un petit peu, on va dire, inhabituelle. Ça arrive de temps en temps de terminer un petit peu tard. Donc voilà, ce soir on va encore passer 30 minutes ensemble pour débriefer l'actualité du foot. Et ce week-end, il y a eu vraiment une très très grosse actualité parce qu'il y a eu plein de matchs qui étaient super intéressants dans tous les championnats. J'en ai choisi 3 pour imager le week-end. Bien sûr le Napoli-Milan, premier du nom, hein, parce qu'il sera suivi de 2 autres cette fois-ci en Ligue des Champions, la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc voilà, je pense que ça a été le match le plus marquant du week-end en Italie. Der Klassiker aussi, la première de Thomas Tuchel, un Bayern Dortmund qui était savoureux, et enfin en Angleterre un match qui était très très important pour la qualification à la Ligue des Champions. Encore une fois, j'ai un œil vraiment particulier sur Newcastle et Manchester United parce que je pense que ça va être les deux prochains gros clubs du championnat d'Angleterre. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur ce match. Après, ça ne veut pas dire que si vous voulez aborder d'autres sujets, on ne le fera pas. N'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, avec grand plaisir. Mais c'est vrai que la structure de ce soir, ça va être à peu près ça. Et on va partir sur les chapeaux de roue avec la Serie A. Et le premier du triptyque Napoli AC Milan qui s'est déroulé hier soir. Alors un match qui était super intéressant vraiment. Déjà salut à tous dans les commentaires. Merci d'être là. Franchement ça fait vraiment plaisir que vous soyez encore tous là dans les commentaires. Vraiment c'est toujours un plaisir de partager tous ces moments-là avec vous. Donc, Napoli-Milan, le premier des 3 qu'il va y avoir. Effectivement, c'était assez surprenant. Alors, je reprends un petit peu peut-être pour remettre... on en avait parlé jeudi dernier, mais pour remettre un petit peu la chronologie. Milan et le... Salut Jacques Lafritte, salut, merci d'être là, toi aussi. Donc Napoli-Milan, le premier de cette année avait eu lieu au mois de septembre. Milan avait dominé les débats, c'était à San Siro, mais avait perdu 2-1. Le Napoli avait été très très réaliste. Milan avait eu énormément d'occasions et ils ne les avaient pas mises au fond, donc malheureusement ils avaient perdu le match, mais ils avaient quand même dominé de la tête et des épaules le Napoli. Donc c'était le début de saison, on savait pas encore ce que ce Napoli pouvait faire. On l'a découvert après, donc voilà, c'est clairement pour moi la meilleure équipe d'Europe, en tous les cas celle qui pratique le meilleur jeu. Alors après on va me dire, oui, tu dis ça parce que Milan a gagné 4-0, non, pas du tout. Et hier soir donc, entre-temps, Milan et le Napoli ne se sont pas rencontrés avant le mois d'avril, et cette fois-ci, tout le monde s'attendait un petit peu à une espèce de récital du Napoli, et ça s'est pas du tout passé comme prévu, alors que Milan sortait de 2 matchs pitoyables en Serie A et que le Napoli lui continue à surfer sur sa vague, bien le Milan a surpris tout le monde. Vraiment, et moi le premier, très honnêtement, j'y croyais au fond de moi, mais franchement, c'était plus mystique que réaliste. Pour moi, le Napoli est très au-dessus du Milan. Je le pense encore maintenant. Je sais pas parce qu'ils ont gagné 4-0 hier soir que ça change quoi que ce soit. Je pense sincèrement que techniquement et tactiquement, le Napoli est supérieur au Milan. Mais au Milan, il y a des grands champions que le Napoli n'a pas. Ils ont des joueurs qui sont extraordinaires, comme Kvaratskhelia, comme Osimhen qui n'était pas là, et je vais vous dire aussi ce que je pense de ça, mais Osimhen est une arme qui est essentielle dans le dispositif du Napoli. Il donne une profondeur et il a un dynamisme dans le pressing que Raspadori et qui c'est qu'ils avaient mis hier en pointe, et Simeone non pas. Donc c'est vrai que ça change tout dans l'organisation tactique du Milan. Donc voilà.
Sur un match, tout est possible, surtout avec Léao. Ouais, carrément, ça c'est vrai. C'est vrai que Léao, il est sur courant alternatif, mais alors quand il s'allume, ça fait très très peur. Et hier, il s'est allumé, et c'était assez spectaculaire. Il y en a un autre qui s'est allumé, c'est Salemackers quand il est rentré, et c'est pareil, il a fait des étincelles comme probablement je ne l'ai jamais vu faire des étincelles depuis qu'il est à l'AC Milan, même si je trouve que c'est plutôt un bon joueur, hein. C'est pas une star intersidérale, mais la plupart du temps, c'est un bon joueur. Maintenant, hier, il était vraiment fou. Cette saison de foot est vraiment chelou. Liverpool qui en met 7 à United, Milan qui en met 4 au Napoli. Oui, je pense sincèrement que la Coupe du Monde en plein milieu de la saison a vraiment perturbé les équilibres du foot. Et a rompu en fait comment dirais-je, il n'y a pas de continuité dans les séries des clubs et des grands clubs en particulier. Très souvent, il y a des grands clubs qui enchaînent 2-3 matchs super bons, puis d'un coup qui s'effondrent au 4e. C'est des choses qu'on voyait pas ces dernières années, ces 10 dernières années dans le football de très haut niveau, et la Coupe du Monde a un petit peu interrompu ça. Donc voilà, je sais pas exactement si, enfin j'en parlais je crois il y a quelques semaines, mais je sais pas si c'est au niveau de la concentration, de l'influx nerveux que ça a donné, du fait que ça a un petit peu, justement, même ceux qui sont pas allés à la Coupe du Monde, c'est comme s'il y avait eu 2 saisons différentes et que là en fait ils ont jamais vraiment redémarré la deuxième saison qui est une saison très courte, hein, elle se termine dans 2 mois, donc c'est assez, voilà. Je pense que les joueurs ont un petit peu galéré. En tous les cas, hier, Milan, c'est ce que je disais, je pense que ce match en championnat était très important pour le Milan, même si je les voyais pas gagner, j'espérais que Milan allait vraiment poser des gros problèmes au Napoli pour que le Napoli se dise « Ah oui, c'est pas gagné en fait contre Milan en quart de finale de Ligue des Champions ». Mais finalement, si je prends un petit peu de recul et que je me dis pour le projet du Milan, et c'est pas en tant que supporter là, c'est vraiment en tant que, on va dire, analyste footballistique, pour le projet du Milan, cette victoire en championnat est beaucoup plus importante que finalement la victoire en quart de finale de Ligue des Champions, parce que le projet du Milan nécessite d'être présent pour avoir de la réussite, hein, nécessite d'être présent en Ligue des Champions chaque année de façon constante, ce qui n'a pas été le cas pendant très très longtemps pour le Milan, parce qu'ils ont besoin des fonds de la Ligue des Champions chaque année, ou de la Super League si un jour la Super League existe, mais je pense que donc reprendre 3 points sur l'Inter qui a perdu ce week-end contre la Fiorentina, comme le Milan avait perdu il y a 2 semaines contre la Fiorentina, enfin il y a 2 semaines, non, avant la trêve internationale, et puis repasser à la 3e position derrière la Lazio et potentiellement derrière la Juve qui peut-être va récupérer ses 15 points, on ne sait jamais. Écoutez, c'est très 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 important pour le Milan, bien plus que passer en demi-finale de Ligue des Champions finalement. Forza Juve qui dit, en parlant du Milan AC avec ma famille, c'est le match des jeunes de la Primavera contre le club Croate que je vais voir en live le 21 avril, tellement hâte. Ah ouais, oui, parce que c'est la demi-finale, c'est ça ? Il me semble. Ouais. Avec ma famille, c'est le match des jeunes de la Primavera contre le club croate que je vais voir en live le 21 avril, tellement hâte. Ouais, trop bien. Écoute, je dis pas que je vais pas faire un petit détour par Nyon. Je crois que c'est à Nyon que ça se passe. Donc voilà, va savoir. Crécor Ledroudieu, salut. Je pense qu'une victoire aussi large, c'est pas un bon plan pour Milan. Naples va les attendre en Ligue des Champions maintenant. Une courte victoire aurait été plus bénéfique. C'est possible, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que, honnêtement, le match aller à Milan, à San Siro, je le disais jeudi, je pense que l'accueil de Naples à San Siro, les 80 000 personnes qui vont les déstabiliser vraiment, parce que personne dans cette équipe n'a joué de match de ce niveau-là, à Naples, je parle, je pense que ça peut les déstabiliser. Si Milan réussit une belle prestation au match aller, je pense que ça peut casser à l'intérieur de leur tête des quelque chose, quoi. Je pense que en tous les cas, c'était bien mieux de gagner le match en championnat que de le perdre, de toute façon, pour essayer de briser un peu la confiance de Naples. Milan hier a fait une prestation de très haut vol, mais
et ils sont capables de la refaire. C'est pas un truc que j'avais jamais vu de la part du Milan. C'est une prestation de très haut vol, comme il y en avait eu beaucoup la saison dernière, contre la Juve par exemple, contre l'Inter, contre des équipes comme ça, contre l'Atalanta la saison dernière, où vraiment il y avait eu du très très haut niveau. Et donc c'est pas quelque chose qui est infaisable. Forza Youth qui dit faut pas oublier les matchs internationaux qui ont beaucoup plus pénalisé le Napoli que le Milan. C'est vrai que les Milanais ont moins d'internationaux que le Napoli. Après, il faut aussi savoir que ils ont moins d'internationaux, mais ils ont quand même mais ils ont quand même beaucoup d'internationaux espoirs. Donc par exemple Kaloulou s'est blessé, il s'est blessé lors de la réunion de l'équipe de France Espoir. Donc ils ont quand même pas mal d'internationaux Milan. Mais une chose est sûre, c'est que tu as quand même raison, ils en ont moins, et je pense que Pioli est revenu au 4-2-3-1 avec de nouveaux préceptes, et je pense aussi qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pu un peu se refaire. Mais si tu prends probablement les deux meilleurs joueurs hier soir, c'est-à-dire Tonali et Bennacer, pour moi, même si Leao a été, on va dire, comment dirais-je, dans la lumière parce qu'il a marqué un doublé, et que Brahim Diaz a aussi été dans la lumière parce qu'il a marqué un but et une passe décisive. Honnêtement, pour moi, les deux meilleurs hier, c'est Bennacer et Tonali. Ils font un match qui est incroyable, et finalement, c'est ce qu'avait fait la Lazio. Si on reprend un petit peu la victoire 1-0 de la Lazio, c'était en fait étouffer le milieu du Napoli, c'est-à-dire Anguissa, Lobotka et Zielinski, et couper complètement le lien entre Kvaratskhelia et Osimhen et leur milieu. Alors, il se trouve que Osimhen n'était pas là, donc c'était encore plus simple, mais c'est ce qu'avait fait la Lazio. C'est ce qu'ils ont fait avec Simeone et ensuite avec Raspadori, c'est couper complètement leur lien. Alors à un moment Raspadori a eu une occasion, mais bon, il y avait déjà 4-0, donc c'était pas exceptionnel. En tous les cas, Tonali et Bennacer ont joué en sélection, et c'est eux qui ont été les meilleurs, probablement avec un joueur dont je voulais parler avant qu'on passe à Der Klassiker, parce que ce match était extraordinaire. Franchement, je me suis vraiment régalé. Bien sûr, parce que je suis un supporter du Milan, mais pas que, c'était un vrai beau match pour la Serie A. Honnêtement, si vous êtes fan de football italien et que vous voyez ce match-là, vous vous dites, bah voilà, mon championnat est très bien représenté. Je pense que ça transcende le supporterat. C'est tout comme je suis très content que Naples soit champion d'Italie, parce que c'est une belle pub pour la Serie A. Je serais très content si Naples allait en finale de Ligue des Champions. Et je serais encore plus content, bien sûr, si c'était le Milan. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des belles équipes qui représentent bien la Serie A. Et c'est ça qui est le plus important. Donc hier, c'était une super pub. Mais moi, je voulais faire un petit focus sur un joueur dont on parle pas beaucoup à Milan, mais qui très souvent, en fait, nous sort des prestations XXL dans les grands matchs, à des postes qui sont très souvent très diverses. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Pour les gens qui suivent vraiment la Serie A, ils savent de qui je parle, parce que très souvent, ils en ont pâti, comme Forza Juve peut-être, mais c'est Krunic. Krunic, il est très souvent dénigré, mais c'est pas parce qu'il est dénigré qu'il fait pas un travail incroyable. Un coup, il est milieu défensif, un coup, il est milieu relayeur sur le côté, un coup, il le met milieu offensif, mais à chaque fois avec des rôles un petit peu hybrides où il doit avoir d'énormes tâches défensives et en même temps être le premier relais pour attaquer, etc. Pioli en fait tout et n'importe quoi. Alors c'est pas le meilleur joueur du monde, Krunic, vraiment. Bien sûr, il y a bien meilleur que lui, mais en revanche, c'est un joueur couteau suisse, de devoir, qui se plaint jamais, qui ne demande jamais rien. Il joue pas des fois pendant 10 matchs d'affilée quand il rentre et que Pioli lui fait confiance dans des gros matchs. C'est bizarre parce que c'est souvent dans des gros matchs qu'il lui fait confiance. Il fait le taf. Là, hier, il a fait un match franchement très très bon. Alors, sa première intervention m'a fait un peu peur parce que de temps en temps, il a tendance à s'oublier et à croire qu'il est tout seul sur le terrain, et donc très souvent, il se fait prendre la balle dans les mains, dans les pieds. Mais là, en fait, pas du tout. Finalement, il s'est mis au niveau. Il a fait une prestation XXL. Donc, franchement, Krunic, n'hésitez pas à avoir un petit œil dessus parce que il est vraiment vraiment incroyable comme joueur. Alors, c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est très loin, c'est pas le meilleur technicien, mais c'est un vrai joueur de devoir et qui fait bien ce qu'on lui demande. Un vrai joueur de club, comme vous en avez besoin dans tous les clubs, un besogneux, et même s'il a des ambitions techniques plutôt offensives, en fait, vous lui demandez de nettoyer des ballons, il nettoie des ballons. Vous lui demandez d'être numéro 10, il est numéro 10. Franchement,
Un super joueur, voilà. J'avais envie d'en parler ce soir et de le reconnaître. Il a pas fait c'était pas le meilleur sur le terrain, hein, parce que très clairement, je pense que c'est Tonali le meilleur sur le terrain, suivi de très très près par Benacer. Mais Krunic, sans son activité incessante entre l'attaque et la défense, hier le match il n'existe pas. Et il l'avait déjà fait plusieurs fois la saison dernière. Donc voilà, c'est pas un hasard. Et Milan n'a pas joué au-dessus de son niveau hier. Milan a joué à un très haut niveau, qu'ils atteignent rarement cette année, mais qu'ils ont déjà eu très très souvent l'année dernière. Donc voilà. Voilà un petit peu pour le truc. En tous les cas, je pense que ce match de championnat va faire réfléchir le Napoli pour le premier match à San Siro. À mon avis, ça les a ébranlés et ça, c'est bien. Ça, c'est déjà, en tous les cas, enfin, c'est bien pour Milan. Après, si vous êtes supporter du Napoli, je suis vraiment désolé. Et on verra bien le match aller, mais ce triptyque s'annonce légendaire. Donc voilà. On va passer à Der Klassiker. Donc il y avait bien sûr le Bayern et Dortmund qui s'affrontaient après le limogeage rocambolesque de alors Crécor-le-Droudieu. C'est quand les quarts de Ligue des Champions? La semaine prochaine. AC Milan-Napoli, c'est le 12. Donc les matchs de Ligue des Champions, c'est le 12 et le 13. Et les retours se jouent le 18 et le 19. Donc voilà. Donc non, pardon, le 19 et le 20. Oui, c'est ça. Oui. Ou alors c'est le 11 et le 12. Bref, c'est mardi, mercredi de la semaine prochaine, mardi, mercredi de la semaine suivante. Désolé, je me souviens plus, mais je crois qu'AC Milan, c'est le 12. Donc voilà. Oui, Der Klassiker. Donc hier, après le licenciement rocambolesque de Julian, 11 et 12. Voilà. Merci Forza Juve. 11 et 12, donc mardi, mercredi, et 18 et 19. Absolument. Julian Nagelsmann qui se fait licencier de façon rocambolesque, Thomas Tuchel qui se fait embaucher juste avant la trêve internationale, et le choc de Bundesliga, vu que le Bayern était un point derrière Dortmund, qui se profile juste à la sortie de la trêve internationale. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme prévu, et comme d'habitude entre le Bayern et Dortmund, je pense très sincèrement qu'avec Nagelsmann ou sans Nagelsmann, franchement, le Bayern est très supérieur à Dortmund. Le Bayern s'est rarement raté dans les gros matchs. Ils avaient gagné à l'aller contre Dortmund. Ils ont battu toutes les grosses équipes qu'ils avaient à battre en Champions. Ils ont quasi réussi tous les gros matchs qu'ils ont eu en Bundesliga contre les 4-5 premiers. Quasi. Ce qu'ils ont pas réussi, c'est avoir de la concentration dans certains matchs, perdre des points contre des petits, etc. Est-ce que Thomas Tuchel arrivera à apporter ça? Moi, je peux pas le juger personnellement, je peux pas le juger sur ce match contre Dortmund, parce que je peux pas dire que en 7 jours de travail, et encore 7 jours sans avoir les internationaux et tout, ce qui s'est passé représente son travail, hein. On connaît Thomas Tuchel, en tous les cas il est quand même repassé à une défense à 4, alors que Julian Nagelsmann était sur une défense à 3. Ça a certainement donné une certaine stabilité au Bayern. Après, c'est vrai que le but complètement gag de Upamecano, un but de 80 mètres, je pense que c'est cool déjà de pouvoir dire que t'as marqué un but de 80 mètres, mais bon, c'est clair que le goal fait une passe, enfin une intervention complètement folle, et Upamecano marque le but. Déjà ça fausse complètement le match, et puis ça en tout début de match. Donc c'est compliqué derrière déjà que Dortmund a probablement un espèce de complexe de supériorité vis-à-vis du Bayern. Donc probablement que déjà ce but les a complètement flingués. Ensuite le Bayern a déroulé, Thomas Müller se retrouvait à peu près toujours comme d'habitude, hein, un petit peu. Thomas Müller, il a un petit peu ce petit truc qu'a Inzaghi aussi, c'est-à-dire se trouver toujours au bon moment, au bon endroit. Les 2 buts qu'il marque hier, c'est 2 buts un peu, voilà quoi. C'est un vrai renard des surfaces, alors que c'est pas un pur neuf, on peut pas dire ça. Il l'a été un peu plus quand il était jeune, mais là maintenant c'est plus trop ça. C'est plutôt un 9,5, des fois un 10, des fois un 8. Bon, c'est un peu, on sait pas trop. Et c'est vrai que là hier il marque 2 buts un peu surprenants. Mais ce qui s'est passé en revanche en fin de match, quand les remplaçants sont rentrés, les 2 buts marqués par Dortmund, c'est vrai que ça laisse encore augurer des errements de l'équipe du Bayern qui n'était pas habituée à ça ces années passées. Et c'était un peu le mal qu'avait l'équipe de Nagelsmann aussi.
C'est-à-dire que dès que Nagelsmann, dès que l'équipe avait l'impression de mener au score et que Nagelsmann faisait rentrer des remplaçants, c'était tout de suite moins bien. Alors que les remplaçants sont de très très bonne qualité au Bayern. Si on les prend intrinsèquement, individuellement, c'est de la super qualité. Donc voilà, je sais pas. Je fais un petit tour dans les commentaires. Donc Cricor le Drodieu de Chelsea a viré Potter ce week-end. Oui, on va en parler un petit peu, justement parce que probablement qu'il va y avoir un jeu de chaises musicales. Parce que Nagelsmann étant numéro 1 sur la ligne de départ, on va dire, hein, pour faire plaisir à Jacques Lafritte, il est en numéro 1, en pole position sur la grille de départ pour devenir l'entraîneur de Chelsea. Donc on va voir un petit peu. Moi, en tous les cas, Nagelsmann à Chelsea, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Nagelsmann, je vous l'ai dit. Alors oui, il a 35 ans, il est peut-être... Ça s'est mal passé avec les sénateurs, le vestiaire de sénateurs du Bayern. Maintenant, je pense qu'un club comme Chelsea, avec la qualité de l'effectif, s'il arrive à faire un petit peu le ménage, et le connaissant avec son caractère complètement fou là, probablement qu'il va en foutre beaucoup au placard, et qu'il arrive à fédérer un groupe autour de lui, et franchement, il peut faire des malheurs avec Chelsea. Hein. Chelsea, c'est probablement pour moi le meilleur effectif d'Europe, avec Manchester City, je pense. Bellingham m'a énormément déçu sur ce match, lui qui vise un top club. Ouais, c'est vrai que Bellingham, après, faut pas oublier son âge. Bellingham, on a tendance à penser que c'est un vieux roublard, etc. Je crois qu'il a 19-20 ans. Donc, de temps en temps, il a le droit de se rater dans des gros matchs comme ça. Dans 5 ans, on en reparlera. Probablement que Bellingham, il sera très très fort. Je touche du bois pour lui, pour pas qu'il se blesse. Mais c'est vrai que voilà, je pense que Bellingham, ça va devenir un très grand joueur. Maintenant, à 19 ans, tu peux te rater de temps en temps. Mais c'est vrai que il a déjà ce charisme du leader qui fait en sorte que tu t'attends beaucoup de lui, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est un très jeune joueur. Maintenant, ça reste un bon joueur, mais hier, ouais, effectivement, inexistant en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est simple, à un moment donné, je me suis dit, ah mais il joue quand même. donc voilà. Il y a un article qui est sorti tout chaud comme quoi le Boli pourrait finir la saison avec l'entraîneur intérim pour bien choisir le coach pour la saison prochaine. Oui, donc le propriétaire de Chelsea. Oui, alors pour l'instant c'est le coach adjoint de Graham Potter, un Espagnol qui reprend le club. Mais a priori, ce que j'ai entendu là récemment, c'est-à-dire ce soir, c'est que ça devrait bouger assez rapidement en fait. Probablement même peut-être la semaine prochaine, il y aura peut-être un nouvel entraîneur. Donc voilà, parce que c'est vrai que le propriétaire de Chelsea, il a un petit peu la gâchette facile. Hein. Cricor le Droudieu, pour un entraîneur, Chelsea, c'est le rêve actuellement avec leur effectif. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, c'est incroyable. Donc voilà. J'ai appris aussi, tiens, en parlant de ça, Cricor le Droudieu, aujourd'hui, j'ai lu en tous les cas une rumeur qui disait que Jürgen Klopp était le choix numéro 1 du Bayern et qu'il a été contacté par le Bayern et qu'il a décliné l'offre vu qu'il était à Liverpool, mais que le Bayern a quand même essayé de le contacter avant d'aller chercher Thomas Tuchel pour remplacer Julian Nagelsmann. Donc voilà, je sais pas, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes ou pas, je sais pas, ça c'est voilà. En tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir. Alors ça arrive très très vite. Hein, il a plus qu'une semaine avant de rencontrer Manchester City, et je pense que je sais pas si c'est vrai, mais c'est crédible. Oui, c'est crédible. Hein, le Bayern, ça fait longtemps qu'il rêve de Jürgen Klopp. Hein. Donc voilà, c'est très possible, effectivement. C'est sûr que le tour contre Manchester City arrive très très vite et que ça va être peut-être compliqué de voir le jeu de Thomas Tuchel. Mais bon, contre Manchester City, j'ai hâte de voir ce Bayern de Tuchel contre Manchester City. Je pense, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que le vainqueur se trouve entre City et le Bayern. Donc le vainqueur de la Ligue des Champions se trouve dans ce match entre City et le Bayern. Donc on va voir. Dans tous les cas, ça va être un super tour de Champions League. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Der Klassiker. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, sinon n'hésitez pas, hein, si vous avez quelque chose à ajouter, avec grand plaisir. Oui, si quand même je vais parler de Xabi Alonso. Vous savez ma passion pour Xabi Alonso, hein, autant j'avoue que le football espagnol m'a saoulé pendant toute 2010, toutes les années 2010, mais
Ça change pas que je reconnais les hommes de classe, hein, comme Xavi, Iniesta, Puyol, et en l'occurrence Xavi Alonso. Xavi Alonso fait encore un travail incroyable avec le Bayern, et là est sur 6 victoires d'affilée. Et ils ont encore fait un super match, le Bayern, cette semaine. Alors c'était contre Schalke qui les ont éteints. Donc voilà, mais vraiment éteints. C'était un carnage. Franchement, c'était voilà. Julian Wirtz a fait la petite pépite allemande a fait un match très très bon, et Diaby aussi d'ailleurs a fait un très très bon match. Donc voilà. En tous les cas, ça joue de mieux en mieux. Je vois Chelsea gagner la Ligue des Champions perso comme sous Di Matteo avec l'entraîneur espagnol. Ouais, il va peut-être nous refaire le même coup de Chelsea pour la 3e Ligue des Champions, gagner avec un 3e entraîneur intérimaire, hein, donc parce qu'ils ont déjà gagné la 2e avec un entraîneur intérimaire, c'est-à-dire Thomas Tuchel, et effectivement ils ont là cette fois-ci un entraîneur adjoint espagnol. Allez savoir, peut-être qu'ils vont gagner. Très bien. Schalke 04, je joue avec eux sur Football Manager. C'est compliqué de jouer avec eux, oui, tu m'étonnes. Excepté leur stade qui est fantastique. C'est clair que le club et l'effectif, c'est très compliqué de jouer avec eux. Enfin voilà, en tous les cas, une fin de saison en Bundesliga qui va être très très sympathique. Écoutez, on va aborder le dernier point. Newcastle-Manchester United. Newcastle-Manchester United ce week-end. Pourquoi est-ce que j'aborde ces deux équipes? Parce que j'ai regardé particulièrement leur rendez-vous. Déjà parce que depuis la finale de Coupe de la Ligue que Newcastle a perdu, ils s'étaient pas rencontrés. Donc voilà, Manchester United est dans un trou intergalactique à cause de Crécor le Droudieu, à cause du Liverpool de Crécor le Droudieu qui leur a mis 7-0, et ils sont sur une série de 3 défaites absolument faméliques. Donc voilà, je crois pas, peut-être pas 3 défaites, mais ils ont fait un match nul entre les deux. Bref, en tous les cas, ils ont cassé complètement la dynamique vraiment très très bonne qu'ils avaient juste avant de rencontrer Liverpool. Ils sont arrivés à Liverpool avec des certitudes incroyables, ils se sont fait déglinguer. Et depuis, ils ne mettent plus un pied devant l'autre. J'irai peut-être pas jusque-là, parce que quand on regarde hier la physionomie du match, c'était pas mal quand même. Le résultat reflète la forme des deux équipes. Manchester United, c'est en dents de scie cette année. Oui, c'est vrai que c'est en dents de scie, mais ils avaient quand même quelques certitudes qu'ils ont complètement perdues depuis leur choc contre Liverpool. Donc voilà, en tous les cas, hier, le match était très très agréable, franchement. Un super bon match. J'ai vu 2 matchs de très haut niveau entre le Napoli-Milan et le Newcastle-Manchester United. C'était vraiment du très bon niveau, hein. Honnêtement, ça fait plaisir quand on regarde des matchs de foot avec cette intensité, cette qualité technique, ces enchaînements, etc. Ça fait vraiment plaisir, ça change de la trêve internationale, hein. J'espère sincèrement que les dirigeants de Newcastle ne vont pas tout chambouler niveau effectif la saison prochaine, car là ça marche plutôt bien, ça marche même super bien, franchement. Et puis quand tu regardes l'équipe, il y a quasi aucune star. En plus, Almiron, qui est en feu, n'était pas là, il était blessé, je crois. En tous les cas, il était dans les tribunes. Et c'est vrai que leurs joueurs ne sont pas du tout des noms ronflants, comme Willock, qui pour moi, hier, était le meilleur joueur. Alors non seulement il a marqué, mais l'abattage qu'il a eu au milieu de terrain, c'était absolument incroyable. Leur défense centrale, avec que des doubles centimètres, là, quasi Sven Botman, Dunn, tout ça, là, c'est impressionnant, mais les mecs ne lâchent rien, vraiment. C'est incroyable comment ils ont une motivation de fou. Et puis devant, c'est pas mal Kieran Trippier qui tire bien les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, il y a un but sur coup de pied arrêté, sur corner. Un très beau corner, bien tiré, une belle tête piquée, deuxième poteau rentrant d'ailleurs en plus. Non, franchement, ils les ont vraiment dominés. Après, Manchester a eu des occasions, vraiment pas mal d'occasions. C'est pour ça que c'était un match vraiment de bonne facture, parce que Newcastle a eu beaucoup d'occasions, bien plus que des deux buts. Et de l'autre côté, Manchester United a eu des situations, parce que c'est plus des situations que des vraies occasions. En tous les cas, ils ont eu des situations vraiment intéressantes. Après, avec Gorst, leur numéro 9, là, hollandais,
c'est pas... il a eu des occasions, je pense que s'il était plus adroit ou plus en confiance, je sais pas si c'est une question d'adresse ou de confiance, il avait les occasions pour marquer des buts et à chaque fois il est mal positionné, il est un petit peu trop en avant, il est ceci, il est cela. Voilà, moi je suis pas encore convaincu par leur numéro 9. En tous les cas, c'est pas le numéro 9 titulaire de Manchester. Enfin, en tous les cas, s'ils veulent gagner l'APL, un de ces quatre, c'est pas avec lui qu'ils vont le faire, probablement. Après, c'est sa première saison, il a peut-être aussi besoin d'adaptation à la Première Ligue et surtout à Manchester, un club aussi important que Manchester. Je pense qu'en termes de pression, quand tu rentres sur le terrain, ça doit être quand même assez impressionnant de jouer pour Manchester. Donc voilà, c'est clair que Manchester a encore des trous. En plus de ça, il manquait le chef d'orchestre, c'est-à-dire Casemiro. McTominay, moi, je veux bien qu'on me dise qu'il est génial, tout ça, mais franchement, je sais pas, moi, je suis pas convaincu par McTominay. Je le trouve brouillon. Alors, en revanche, il donne tout ce qu'il a, il est plein de bonne volonté, etc. Mais je le trouve pas efficace, quoi. Mais bon, bref. Après, je sais pas, c'est peut-être moi, peut-être sa façon de jouer. Je suis peut-être perturbé par l'image qu'il renvoie. Mais il y a des gens qui le trouvent génial. Enfin, des consultants sportifs qui le trouvent génial. Bon, moi, honnêtement, je veux dire, il fait 0,25 d'un Casemiro, quoi, un truc dans le genre. Enfin, il est vraiment... bref. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Donc, effectivement, Almiron est out jusqu'à la fin avril. Trippier, meilleur latéral de Première Ligue cette année. Oui, en tous les cas, je vois personne d'autre, étant donné que Théo Hernandez ne joue pas en Première Ligue. Non, je rigole. Mais non, mais bon. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de latéraux qui se détachent comme peut-être Cancelo a pu le faire par le passé ou ça fait longtemps. Après les latéraux en Première Ligue qui sont vraiment très très forts, il faut remonter après à Ashley Cole peut-être, ou alors le latéral de Manchester City, là, l'anglais, oui, il avait fait 2-3 très bonnes saisons. Weghorst, c'est vraiment le mec qu'ils ont recruté pour dépanner à un poste où il y avait personne, mais en vrai, il a pas le niveau pour jouer à Man U. Je pense. Honnêtement, c'est ce que je pense. Après, je te dis, c'est peut-être une question d'adaptation. Voilà, on va voir. L'année passée, il jouait à Burnley qui a été relégué. Ouais, c'est clair. Typiquement le joueur Coupe du Monde où beaucoup se sont hypés car il a fait un bon match contre l'Argentine. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde s'est dit « Waouh, super attaquant et tout », mais en fait, pas terrible. Luke Shaw, il est bon cette année. Ouais, Luke Shaw, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas mauvais, Luke Shaw. Mais Luke Shaw, en fait, il est tellement... Enfin, déjà, hier, moi, j'ai pas trouvé qu'il était très bon. Je l'ai trouvé plutôt, très prudent, il a quasi rien amené offensivement hier, alors que d'habitude c'est quand même une de ses qualités. Je l'ai trouvé beaucoup plus fit que fut un temps, même qu'à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, je l'avais trouvé des fois Alors je sais pas si c'est la taille du maillot, mais je veux dire, pour un joueur de haut niveau, des fois, Luke Shaw, quand tu le regardes dans son maillot, tu te dis, ouais, alors, je sais pas, peut-être t'as des abdominaux volumineux, je sais pas, mais c'est très bizarre. Et là, je l'ai trouvé beaucoup plus fit, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il est pas mauvais, il est pas mauvais. À United, l'effectif est ultra faible. Ouais, je pense que t'as quand même 8 bons joueurs. 8, tu peux en trouver 8, tu vois, je pense que tu peux vraiment trouver 8 bons joueurs, les 2 défenseurs centraux, c'est pas mal, les latéraux, c'est pas horrible, Diogo Dalot, c'est vrai, le Diogo Dalot, tu peux quand même le changer, Luke Shaw, tu peux le garder, après, au milieu du terrain, Casemiro, c'est du très solide, Anthony, c'est pas mal, hier, le match qu'il fait, c'est pas mal, il leur manque un numéro 9, Rashford, là il s'est un peu troué hier, mais d'habitude là il était revenu quand même à un bon ouais, chaud, tu te dis qu'il a bien mangé à midi, ouais, c'est clair, carrément. Donc Rashford, c'est pas mal, il leur manque en fait un 9 et on va dire 2 bons milieux relayeurs. Alors non, t'as quand même Bruno Fernandes, faut pas déconner, qui est quand même un bon joueur. Il leur manque un vrai bon milieu relayeur pour avoir, en gros il leur manque un latéral, un bon milieu relayeur et un bon numéro 9 pour faire vraiment une très bonne équipe.
Et moi, je continue à dire qu'il leur manque un goal, même si De Gea sur sa ligne est des fois impressionnant. Je trouve que son jeu au pied est très limité. Et alors, c'est sorti aérienne. Alors là, j'en parle pas. C'est de la rigolade. Donc voilà, c'est pas Donnarumma, mais on n'en est pas loin. Donc voilà. Donc oui, vraiment, je pense quand même que c'est compliqué de faire ça. Mais de l'autre côté, Newcastle, c'est effectivement un entraîneur qui est pas un grand nom, Eddie Howe, mais qui fait vraiment du très bon boulot. Des recrutements qui sont chirurgicaux, mais qui sont ultra bons. Et honnêtement, c'est vraiment un super collectif en fait. Les voir jouer, c'est un plaisir. Tout le monde a de l'envie, tout le monde est à fond. St. James Park, c'est un super stade. Le public, c'est un vrai public de passionnés à l'ancienne. T'as l'impression de revenir dans le football des années 90 en Angleterre. Donc vraiment, franchement, super. Moi, j'aime bien le projet de Newcastle. Après, oui, ok, c'est les Saoudiens, mais voilà. Après l'année prochaine. Alors j'ai vu un truc. S'ils vont en Ligue des Champions la saison prochaine, faudra beaucoup recruter. Alors, Forza Youth, tout à fait. Et donc tu parlais de Manchester United, mais c'est clair que ils vont beaucoup recruter, tu sais, parce que probablement ils vont être rachetés pendant l'été par probablement les Qataris, c'est en tous les cas ce qui se dit de plus en plus. Et là, les Qataris, autant à Paris, ils ont été freinés par le pauvre chiffre d'affaires du Paris Saint-Germain de l'époque, ce qui fait qu'avec le fair play financier, ils ne pouvaient pas investir autant qu'ils voulaient dans le club, même si au début ils l'ont fait, puis ils ont été sanctionnés, bref, mais ça a quand même mis des bâtons dans les roues au projet. Mais là, avec Manchester, vu le chiffre d'affaires qu'ils ont d'origine, mais ça va être n'importe quoi. Alors, je ne sais pas qui va venir à Manchester United, mais une chose est sûre, c'est que si les Qataris le rachètent, comme c'est bien parti, probablement que l'équipe de Manchester United de la saison prochaine va être assez spectaculaire. Alors peut-être pas la saison prochaine directement, parce que ça dépend à quel moment du mercato estival Manchester est racheté, mais en tous les cas, à la fin de l'année, en tous les cas au mercato estival 2024, je pense que on va voir un Manchester United complètement différent de ce Manchester United là, c'est sûr. Donc voilà, il est pas impossible d'ailleurs qu'avec les sanctions de Manchester City, si jamais la Première Ligue décide de sanctionner Manchester City, on voit le grand frère de United aller piller un petit peu le petit frère rebelle, bleu ciel à mon avis, et peut-être qu'un Erling Haaland en numéro 9 de Manchester United, c'est pas impossible. Donc voilà. Pour moi, ils doivent prendre Kolo Muani en 9 United. Ouais, pourquoi pas, mais Kolo Muani, il est bon, je trouve qu'il fait une bonne saison, mais pour l'instant, je suis pas convaincu qu'il peut devenir un joueur de très haut niveau à long terme. J'ai l'impression que pour l'instant, il est un petit peu on fire. Mais en plus, je vois des trucs un peu bizarres de Kolo Muani, tu vois, son problème de discipline, les cartons rouges qu'il prend. Il est pas fini, je trouve, comme joueur. Je suis pas sûr qu'il se finisse vraiment. Après, j'aimerais bien effectivement le voir en première ligue pour voir ce que ça donne. Mais je suis pas super hypé par Kolo Muani. Voilà, bon, peut-être parce qu'il a raté ce fameux tête-à-tête en prolongation. C'est possible que je lui envoie un peu au fond de moi. Crécor le Droudieu, statistiquement, c'est l'un des moins bons gardiens de la première ligue cette année de De Gea. Ouais, statistiquement, et puis au niveau visuellement aussi. Hein. Franchement, moi je sais pas, j'ai jamais trop aimé De Gea. Mais bon, bref. Ou même Mbappé. Alors ça, d'accord. Mbappé à United, ça je dis pas. Probablement que ce serait un bon move, vu que franchement retourner au Real ce serait bizarre. Mais à United, ce serait une très bonne idée. Pour l'image du football, ça me ferait mal au cœur que les Qataris rachètent un club comme United. Eh ouais. Mais bon. C'est comme ça. Je suis d'accord. Peut-être ce sera Ineos. Mais bon, le projet d'Ineos est plus, on va dire, cadré, parce que c'est pas un puissant fonds, Ineos, même s'il y a beaucoup d'argent. En revanche, c'est vrai que, voilà, quoi. Les Qataris, c'est eux qui dirigent le football en ce moment, hein, c'est comme ça. Hein. C'est eux qui dirigent le CA, c'est eux qui ont organisé la Coupe du Monde, c'est eux qui ont signé les nouveaux accords entre la FIFA et l'UEFA pour mieux dédommager les clubs, etc. etc. Hein. C'est le centre du football en ce moment est déporté au Moyen-Orient et c'est comme ça.
Mbappé, il a le même profil que Rashford, que Koulibaly sur son style de jeu, c'est plus intéressant. Ouais, oui, mais tu vois, Rashford en numéro 9, moi j'aime bien. Tu vois, je pense que Mbappé à gauche, Rashford dans l'axe, c'est vrai qu'ils ont quand même le même profil, je suis d'accord. Mais Rashford, moi je le trouve plus efficace quand il est en 9 que quand il est sur l'aile. Sur l'aile, je le trouve stérile, en fait. Donc voilà, bref. Voilà, en tous les cas, franchement, je pense quand même que Newcastle et Manchester United, ça va être the next big thing en Première Ligue. C'est pour ça que je les regarde plus particulièrement, parce que je pense que Manchester United va bientôt être racheté, et quoi qu'il arrive, il va y avoir un step-up sur l'effectif. Newcastle, ils vont continuer gentiment à construire leur effectif, et probablement que la victoire d'hier va les envoyer en Ligue des Champions. Newcastle, ça fait quand même 20 ans qu'ils n'ont pas participé à la Ligue des Champions, et les moyens que la Ligue des Champions va leur amener va pouvoir faire en sorte aussi qu'ils vont... Enfin, c'est même pas les moyens, c'est le fait de jouer la Ligue des Champions va leur permettre d'attirer aussi un autre type de joueur. Parce que pour l'instant, c'était compliqué. L'année dernière, ils jouaient la relégation, et cette année, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, donc pour l'instant, attirer les vrais grands joueurs, c'était complexe. Là, l'année prochaine, s'ils jouent la Ligue des Champions, entre les pétrodollars et la Ligue des Champions, il y a quand même de très très bons moyens qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne à Newcastle, beaucoup plus qu'avant. Donc c'est aussi peut-être ça qui a freiné le projet du club. Donc voilà. À gauche, un Leao à United serait bien. Alors, je t'explique. Leao, il va rester. Non, je rigole. non, mais oui, c'est clair que Leao à United, ce serait une bonne chose. Maintenant, Leao, pour le pratiquer, hein, c'est un joueur un petit peu en dents de scie, on va dire. Il est sur courant alternatif. Donc voilà, alors quand il est allumé, c'est fantastique, c'est un des meilleurs du monde, mais des fois il est quand même souvent éteint. donc c'est compliqué, quoi. Il a eu une saison de fou la saison dernière. Cette année, c'est quand même beaucoup plus sur courant alternatif. Après, c'est un peu comme toute l'équipe du Milan, donc voilà, c'est peut-être lié à ça. Enfin voilà. Bah écoutez, en tous les cas, ça a été un plaisir, encore une fois, de débriefer ce week-end de foot, hein, mais bon, il y a eu beaucoup d'autres choses, hein. Il y a eu Lens qui est devenu deuxième du championnat de France. Il y a eu le club, j'ose même pas l'appeler club de football, parce que c'est plus un club de football, c'est un club de marketing et de publicité, qui a encore perdu 3 points en championnat de France aussi, le Paris Saint-Germain. Il y a eu en Espagne un triplé en 7 minutes de Karim Benzema, dont un but stratosphérique avec une feinte de frappe, une frappe dans la lucarne, enfin bon, c'était magnifique. Et il a mis un retourné, mais je trouve que son deuxième but est plus impressionnant que le retourné. Et puis voilà, donc franchement c'était un gros week-end de foot. La fin de saison s'annonce palpitante à tous les niveaux, et j'ai vraiment hâte d'en parler. Et puis surtout la semaine prochaine, il y a la Champions League qui revient. Ça va être du très haut niveau. Et puis l'Europa League aussi, hein, parce que là l'Europa League, ça y est, ça commence à être des très bons matchs de très haut niveau. Là, à partir des quarts, c'est toujours des super bons matchs. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, merci à vous, Jacques Lafritte, vraiment, merci à Forza You, à Cricor Le Droudieu, tout ça, à tous les gens qui sont dans les commentaires ou qui ont assisté à l'émission. Vraiment, c'est un régal de faire ça avec vous. Donc voilà, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur YouTube si vous regardez sur YouTube, à regarder sur Twitch, à partager aussi. N'hésitez pas à vos amis autour de vous, le podcast, l'émission YouTube, etc. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi sur les réseaux sociaux, avec grand plaisir, je vous répondrai, et puis on abordera les sujets que vous voulez dans l'émission. Voilà, merci beaucoup, salut, et n'oubliez pas. Ciao les gars, ciao.